faire en sorte que cette réforme ne soit pas perçue par l'opinion comme uniquement un enjeu de caractère budgétaire, mais un enjeu de caractère de défi alimentaire, d'un débat qu'il va y avoir et qui doit se prolonger entre le défi alimentaire et le défi énergétique. Quel est l'objectif que l'on assigne au monde agricole à un moment donné où sur l'ensemble de la planète, eh bien, il y a déjà la guerre du foncier qui est en train de se mettre en place, les Chinois à 7 millions d'hectares, et que le débat entre la volatilité des prix qui crée des instabilités politiques lourdes, le fait de pouvoir réfléchir aux objectifs que peut avoir l'Europe en matière de défis alimentaires et de défis de production agricole est un défi majeur de stabilité du monde. Et donc c'est un enjeu politique lourd. Ce n'est pas uniquement de la défense des agriculteurs, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu de stabilité économique et de stabilité politique. Deuxième élément, c'est que l'on voit bien qu'aujourd'hui, le monde agricole fait preuve d'une très grande maturité et d'une très grande responsabilité, puisque sur l'ensemble des expressions qui ont eu lieu au cours de cet avis, le fait de concilier l'efficacité économique du secteur agricole et la préservation des ressources naturelles est aujourd'hui ancré dans les esprits et dans les consciences. Et qu'il ne s'agit pas de produire plus avec plus, il s'agit de produire plus avec moins d'usage du foncier, moins d'usage des ressources naturelles, moins d'usage des ressources chimiques. Et cette dimension est quelque chose de tout à fait essentiel. Et enfin, de ne jamais oublier que les territoires, notre origine est agricole, la tradition est agricole, notre culture est agricole. Et qu'un des volets du rapport consiste à réfléchir à la vitalité des territoires, voire peut-être même à la spécificité des territoires par rapport aux capacités de production des territoires. C'est un problème qui se pose en France, c'est un problème qui se pose en Europe et c'est un problème qui se pose au monde. Et puis je terminerai derrière moi sur un point qui est tout à fait essentiel et qui a mis l'accent, et c'est à mon avis peut-être l'avantage du Conseil économique et social environnemental, c'est de pouvoir confronter les attentes de la société civile et les exigences du monde agricole. Et c'était la dimension sur l'emploi. Souvent on a tendance à regarder le monde agricole comme uniquement une machine de plus en plus productive, avec de plus en plus de capitaux et de moins en moins d'individus. L'aventure économique, c'est d'abord avant tout une affaire d'hommes. Et qu'un paysan, c'est un homme, une équipe, une famille. Et le fait de réfléchir à l'adéquation entre l'économie agricole et la préservation des emplois dans le monde agricole est un enjeu fondamental pour la stabilité de nos territoires. La volatilité des prix agricoles est au cœur de l'actualité. Est-ce que vous avez des réponses à suggérer au G20, aux dirigeants agricoles? D'abord, nous soutenons totalement la thèse portée par la France et le président de la République au cours du G20, selon lequel un des acteurs de la volatilité des prix agricoles est lié par la spéculation. C'est une idée qui n'est pas forcément partagée par tous nos partenaires européens. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, la spéculation financière est quelque chose de totalement nuisible par rapport à cette volatilité des prix. Deuxième élément, a été évoqué par le rapporteur et l'avis, la question que l'on doit se poser, est-ce qu'aujourd'hui l'OMC, dans ses règles actuelles, n'a pas créé pour certains pays du monde un état de dépendance et de survie, et n'a pas créé un phénomène de déstabilisation en mettant à la concurrence des systèmes agricoles, n'a pas créé une déstabilisation, on le voit bien d'ailleurs au sein même de l'Europe. Le basculement d'une production française vers l'Allemagne est lié à des mécaniques de non-harmonisation sociale, mais aussi la spéculation peut créer des problèmes de troubles politiques extrêmement préoccupants. Les pays du Maghreb sont en train de financer sur leur budget la prise en charge de prix agricoles. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, l'effet ciseau qui fait que l'augmentation des prix de l'énergie et l'augmentation des produits alimentaires peut créer des troubles politiques immaîtrisables. Et donc le fait de réfléchir à la stabilisation des prix agricoles, qui fait que l'agriculteur est d'abord avant tout un producteur, ce n'est pas un spéculateur, est un enjeu de société et de stabilisation politique lourd. Et sur ce sujet, le rapport a fait un certain nombre de propositions. Faut-il remettre des stocks tampons? Faut-il sortir des règles du marché, des acteurs physiques? Ce sont des questions lourdes auxquelles les décideurs politiques doivent répondre. Je rappelle que nous sommes un conseil, nous ne sommes pas des décideurs politiques. Et donc le rapport a parfaitement posé un certain nombre de questions auxquelles il appartient que les décideurs politiques répondent. Le verdissement de la PAC sera au cœur de la réforme qui est en cours. Avez-vous des propositions à faire sur ce thème? Est-ce que vous souscrivez à cette ambition?
Je souscris d'autant plus à cette ambition que c'est une exigence obligatoire. Aucun système économique, qu'il soit industriel et a fortiori agricole, ne pourra se construire, un, sur la destruction des ressources humaines, et deux, sur la destruction des ressources naturelles. La prise de conscience collective que nous sommes dans une planète qui voit se raréfier ses énergies fossiles, qui voit se raréfier ses ressources naturelles, qui voit se raréfier ses ressources foncières. Et une des perspectives aussi qu'ouvre ce rapport, c'est qu'il ne va pas falloir raisonner uniquement qu'en nombre d'hectares. Il va falloir raisonner en nombre d'hectares, mais on a la qualité de ceux-ci par rapport à leur fertilité. Et qu'une production agricole qui détruirait la capacité de fertilisation des sols ou de fertilité des sols serait une économie totalement suicidaire, parce que c'est l'actif foncier en termes de capacité de production qui serait remis en cause. Et donc, à l'évidence, ce n'est pas un verdissement punitif, c'est aujourd'hui une logique gagnant-gagnant. On peut produire plus avec une préservation plus importante des ressources naturelles. La question, appelez-vous à une répartition plus équitable, entre guillemets, des aides PAC, de nouvelles clés de répartition? Là aussi, c'est une question de fond. Est-ce que la répartition actuelle des aides est équitable ou pas? Je suis de ceux qui pensent que probablement que non. Et le rapporteur fait aussi un certain nombre de propositions dans ce sens, à laquelle je souscris et à laquelle il convient de répondre.